revenons quand même sur ce rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis avec une inflation globale qui tombe à 3% sur un an au mois de juin et une mécanique de désinflation qui semble se confirmer dans la partie cœur des services qui reste la partie la plus serrée aujourd'hui pour la Réserve fédérale américaine. Frédéric Ducrozet est avec nous en visioconférence, le responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Oui, 24 heures après, je crois qu'on a le droit encore peut-être de se réjouir de ce rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis qui marque quand même une étape importante, un an après le pic d'inflation à plus de 9% en juin 2022 et on va dire 2 ans après que l'inflation ait véritablement pris son envol aux États-Unis. Effectivement, il faut toujours se méfier des analyses qui extrapolent peut-être la tendance sur un seul mois. Ça reste des chiffres qui sont globalement volatiles, difficiles à prévoir entre le prix des voitures, des services. Bref, cette volatilité qu'on a connue depuis 2 ans sur l'inflation nous force à l'humilité quelque part. Mais néanmoins, on peut se réjouir sans crier victoire encore du point de vue de la Banque centrale pour sa cible d'inflation, bien sûr. On est à 3% encore sur le headline. L'inflation sous-jacente est plus élevée que ça aux États-Unis. Mais c'est justement ce point-là. Ce sont les détails qui comptent dans la direction qui nous indique aussi peut-être le momentum dans les mois qui viennent, septembre, 4e trimestre, et qui sont plus encourageants. Le super core, comme l'appelle la Fed, c'est vraiment cette mesure de l'inflation la plus domestique qui écarte tout le bruit, qui écarte également les biais liés à l'immobilier, parce que les prix de l'immobilier et des loyers sont retardés, ont un effet retardé sur l'inflation. Bref, si on se concentre vraiment sur le cœur du noyau dur, alors là, c'est très encourageant. On est en fait à 0%, donc un niveau stable de cet indice Supercore sur le mois de juin. Et c'est effectivement à la marge probablement meilleur qu'attendu du point de vue de la Fed. Donc maintenant, on va avoir tout un débat et on va en discuter pas seulement aujourd'hui, mais dans les semaines qui viennent jusqu'en septembre, je pense. La décision de la Fed pour juillet me semble actée. Il y aura hausse de taux malgré tout. On va discuter de niveau d'inflation versus momentum. Qu'est-ce qui compte? Est-ce qu'on regarde encore dans le rétroviseur avec ces niveaux d'inflation qui sont encore trop élevés au-dessus de la cible? Ou est-ce qu'on est encouragé et peut-être on revoit un peu les perspectives aussi de politique monétaire parce que la direction, elle s'améliore? De ce point de vue-là, Frédéric, quel est votre sentiment ou votre perception à ce stade, sachant qu'effectivement, le traumatisme pour la Réserve fédérale américaine, c'est le syndrome Arthur Burns. Jérôme Powell l'a souvent évoqué. Est-ce que ça reste un risque pour la Réserve fédérale américaine, partant des niveaux d'inflation ou de désinflation qui ont été atteints en juin aux États-Unis, de voir à un certain stade l'inflation ou la dynamique d'inflation se réveiller à nouveau? C'est notre principale conviction. Il y a plein de bruit et plein d'incertitudes sur l'inflation. Notre conviction, la mienne en tout cas, c'est vraiment que les banques centrales vont rester déterminées dans cette lutte contre l'inflation, même lorsqu'elles auront finalement atteint leur but. Leur but étant de retourner à 2% à moyen terme, pas aujourd'hui. Donc vraiment, compte tenu du niveau des taux d'intérêt aujourd'hui à 5%, à 5,25% je pense en juillet, est-ce que c'est suffisant pour la Fed pour être confortable, confiante sur le fait que l'inflation retourne à 2%? La réponse est oui, mais elle ne le dira pas. Et vraiment, ça, c'est ce higher for longer, cette persistance de la réponse de politique monétaire me semble être vraiment la conviction principale qu'on peut avoir dans les marchés. Ça a des conséquences importantes pour les taux d'intérêt notamment, qu'on ne voit pas baisser tout de suite, même si on a des bonnes nouvelles sur l'inflation, et en plus sans récession qui plus est, donc c'est un peu le bonus. C'est encore une fois vraiment, peut-être qu'on soit d'accord ou pas avec la Banque centrale, je pense quelque chose qui me semble difficilement discutable, même si les anticipations d'inflation par exemple sont stables, même si on ne croit pas au risque de salaire, de spirale entre les salaires et les prix, peut-être d'une inflation structurellement plus élevée, qu'on soit d'accord ou pas avec elle, c'est ce qu'elle fera, je pense, jusqu'en septembre. Nous, on ne voit pas de hausse de taux en septembre, mais on voit un ton résolu, déterminé, au quiche de toutes les banques centrales finalement dans les mois qui viennent, quoi qu'il arrive, j'allais dire quasiment sur le front de l'inflation. Dire qu'il y aura quand même ce fameux ratio de sacrifice à un moment qu'il faudra payer. Et quand je dis payer, c'est notamment sur le marché du travail et sur l'emploi, parce que jusqu'à présent, l'inflation a été divisée par 3 en un an, avec un taux de chômage qui se maintient au plus bas, entre 3,5 et 3,7 selon les mois, Frédéric. Est-ce que maintenant, la partie suivante, c'est l'idée d'essayer de calibrer un ratio de sacrifice qui serait acceptable pour tout le monde? Si on pouvait le faire, on le ferait évidemment. On éviterait toute douleur, tout dommage sur l'économie et le marché du travail en particulier. Pour l'instant, on a effectivement cette immaculée désinflation. Tant mieux. On n'a pas besoin de, je pense, resserrer les taux davantage pour la Fed au-delà de la hausse de taux de juillet
pour obtenir ce résultat qui me semble encourageant. J'espère, quelque part, de ce point de vue-là, que la Fed ne continuera pas, mais que n'aura pas besoin de remonter les taux encore en septembre ou au-delà. Et la question plus théorique de ce ratio de sacrifice, de cette courbe de Phillips qui est derrière, qui finalement nous fait nous tromper dans nos erreurs régulièrement, les économistes, les banquiers centraux, depuis des années. Alors pendant des années, c'était à la baisse, l'inflation ne redémarrait pas suffisamment vite. Maintenant, on se demande si elle peut ralentir sans avoir une hausse du taux de chômage. Voilà, ce qui compte, ce sont les données. Ce qui compte, c'est vraiment ce qu'on va devoir, encore une fois, infliger à l'économie. Et malheureusement, il est probable qu'au Royaume-Uni, en Europe, la situation soit un peu différente. Aux États-Unis, tant mieux. Tant mieux si la Fed peut se contenter de cette dernière hausse de taux en juillet. En tout cas, c'est notre scénario. Et ensuite, espérer piloter de manière plus fine cet réglage de politique monétaire pour éviter effectivement que sur l'économie réelle, ensuite, qui pourrait quand même arriver avec retard, hein. Il y a un retard et des délais dans la transmission de la politique monétaire. Donc ça peut encore moins bien se passer, mais éviter que ce soit plus grave que ça et limiter la casse quelque part. C'est intéressant le point que vous faites, Frédéric. Ce qu'on observe de la mécanique de désinflation aux États-Unis depuis plusieurs mois maintenant, depuis le pic de juin 2022, je le rappelle, pour l'inflation globale, il faut se garder de le transposer trop directement à l'Europe, la zone euro, ou encore pire, peut-être même le Royaume-Uni. Il faut accepter là qu'il y ait des situations qui sont en train de diverger à ce stade, Frédéric ? Oui, elle diverge. Alors, en termes de niveau de taux d'intérêt, on n'est pas sur des divergences historiques. Que le Royaume-Uni soit au-dessus des États-Unis, c'est finalement historiquement plutôt la norme. Que la BCE soit en dessous, c'est également la norme, mais on se rapproche peut-être de 4% en septembre sur le taux directeur. C'est quand même déjà relativement élevé. Moi, je pense que c'est un point aussi qui ressort de Sintra et dans les données de plus en plus évident. La transmission de la politique monétaire en Europe fonctionne probablement mieux, plus vite. C'est une économie qui est plus désintermédiée, qui repose plus sur le crédit bancaire notamment. Quand vous montez les taux d'intérêt, que ce soit sur l'immobilier ou les banques, les taux auxquels vous faites face avec votre banque augmentent plus rapidement en Europe qu'aux États-Unis. C'est un élément de réponse et donc probablement que la BCE n'aura pas besoin d'en faire beaucoup plus. Mais face à ça, il y a quand même aussi d'autres différences, effectivement, que le marché du travail est très tendu en Europe. La situation tient bien malgré tout. L'inflation est un peu en retard, entre guillemets. Il y a un côté sticky, peut-être un peu plus important, y compris sur les salaires. On est dans une phase du cycle différente. Et voilà, je ne serais pas étonné que la BCE remonte les taux non seulement en juillet, mais encore peut-être une dernière fois en septembre, avec cette volonté aussi de s'assurer, finalement. Vous avez cité Arthur Burns, on n'a pas d'exemple en Europe, mais Lagarde n'a pas envie de à nouveau rester dans les annales comme celle qui aura fait éventuellement une erreur de politique monétaire. C'est clairement, à mon avis, cette idée de vraiment sécuriser ce retour de l'inflation à 2%, avec toutes ces différences que j'ai mentionnées rapidement, qui peuvent permettre à la BCE encore un dernier petit tour de vis en septembre. Petite parenthèse d'ailleurs autour de la boîte à outils de la Banque Centrale Européenne. Il y a beaucoup d'instruments sur la table, ce qui rend d'ailleurs la lecture de la politique monétaire parfois un peu complexe. Il y a eu cette marche à la baisse sur le bilan qui a été liée au remboursement TLTRO de fin juin, donc les opérations de liquidité à très bon marché qui ont été offertes aux banques par la BCE pendant des années. On a eu quasiment 500 milliards de repaiements de ces TLTRO. C'était le chiffre anticipé par le marché, mais quelques jours, quelques semaines après, est-ce qu'il y a des dommages, des dégâts particuliers à signaler de ce phénomène qui a été là aussi historique dans l'histoire de la Banque Centrale Européenne? Écoutez, à part un ou deux trésoriers, je caricature, dans des banques françaises, italiennes surtout, et probablement quelques personnes dans la salle de trading de la BCE, personne n'y prête attention. Et c'est un énorme succès, c'est incroyable d'avoir été capable d'opérer la fin du quantitative easing, l'accélération même du quantitative tightening, la fin des TLTRO, et j'étais le premier à être inquiet sur la fin de ces outils qui ont énormément aidé l'économie et les PME, sans heurts, sans volatilité, sans problème majeur dans les marchés très techniques du repo et des marchés monétaires européens qui sont très importants. Encore une fois, à part vraiment quelques cas isolés, c'est un grand succès. Et ça met là aussi la BCE dans une position confortable parce que vous pouvez toujours dire aux faucons, vous pouvez toujours dire aux critiques que non seulement vous avez monté les taux d'intérêt comme jamais dans l'histoire de la Banque Centrale Européenne, aussi rapidement, et qu'en plus votre bilan se réduit plus rapidement. Pour le moment en tout cas, que celui de la Fed, sans les problèmes que la Fed aux États-Unis rencontre dans sa gestion des petites banques, des grandes banques, des money market funds, de toute cette plomberie qui fonctionne probablement peut-être pas plus mal, mais en tout cas qui est plus compliqué à gérer et à piloter pour la Fed aux États-Unis. La BCE, de ce point de vue-là, est dans une situation très favorable.
Des marchés, comment vous regardez la situation à mi-parcours de cette année 2023 avec un premier semestre qui a été marqué quand même, il faut le dire, par des performances pour les actifs risqués et pour les marchés actions qui ont été peut-être surprenants pour certains, en tout cas impressionnants. On a des performances à 2 chiffres pour les indices actions des pays développés, alors avec certes un phénomène de concentration très important. Quels vont être dans une allocation globale, selon vous, Frédéric, les moteurs de performance, les actifs qui vont pouvoir encore délivrer de la performance au cours des prochains mois? Pour les actions, vous l'avez dit, on rentre dans la saison de résultats. On n'arrête pas de répéter que la prochaine va être la plus importante à chaque fois, donc il ne faut pas trop en faire non plus. Mais il y a quand même à mi-parcours et à mi-année, à mon avis, un tri qui va s'opérer entre les entreprises qui sont vraiment capables de délivrer sur la guidance qu'elles ont donnée pour l'ensemble de l'année, celles qui seront peut-être amenées à faire des warnings ou à revoir un peu cette guidance. Donc je pense qu'il peut y avoir un peu de discrimination. Il peut y avoir aussi une euphorie, entre guillemets, enfin en tout cas un sentiment positif qui perdure suite à ce ralentissement de l'inflation, peut-être la baisse des taux d'intérêt qui peut aider, la baisse du dollar pour certaines entreprises dont les revenus sont plus diversifiés à l'international, et la tech bien sûr, qui peut quand même continuer de délivrer de bons résultats. Tout ça est tout à fait envisageable à court terme. Le positionnement me semble un peu plus équilibré, donc on peut avoir un peu d'upside peut-être pendant l'été, c'est possible. Derrière, c'est quand même difficile, je pense, encore une fois pour les actions en tout cas, de vraiment voir si vous voulez, un boost supplémentaire sur les profits. Au contraire, je pense qu'ils peuvent se tasser. L'économie ralentit en Europe, aux États-Unis. On s'attend à ce que ça se détériore encore un petit peu, au moins, même si on n'est pas dans une récession majeure. Et ça, d'un point de vue fondamental, j'allais dire vraiment de perspective de profit et de croissance des entreprises, c'est probablement moins favorable pour la seconde partie d'année. Donc on peut réfléchir à regarder encore le Japon, regarder des perspectives, même au Royaume-Uni, où l'économie ne va pas très bien, mais les entreprises, le marché n'est pas l'économie au Royaume-Uni, et on peut voir des opportunités. Et puis toujours le crédit, y compris sur des maturités plutôt courtes, parce qu'avec une bonne qualité, des bonnes entreprises qui sont en bonne santé, vous obtenez un rendement de 5, 6, 7%, qui est quand même très attractif dans le contexte actuel. Ne nous privons pas des revenus fixes, effectivement, c'est quand même le grand enseignement de cette année 2023. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management, qui était avec nous en visioconférence.